Donc merci de l'invitation et je vais essayer de rattraper un petit peu de temps en vous parlant quand même et en essayant de vous délivrer les messages principaux. On m'a demandé de parler de la prise en charge du zonage chez le sujet âgé, qui est aussi une vaste question avec des balances bénéfices-risques. On est toujours dans cette histoire de balance bénéfices-risques de toute façon en gériatrie, ce qui nous rend toujours plus intelligents. Mes liens d'intérêt qui sont nombreux et assez variables. On va faire juste un... donc, du coup, je vais être très rapide sur l'histoire naturelle du zona parce que vous la connaissez vraiment parfaitement pour avoir vu des gens qui ont un zona. Mais je vais peut-être aller un petit peu moins vite sur la prise en charge et surtout les actualités sur la prévention, puisqu'il y a eu des choses aussi très récentes de la semaine dernière. Alors, vous savez qu'il y a une phase prodromale de quelques jours, vous savez que ça dure 15 à 30 jours, la phase aiguë, c'est un rash, c'est des fois d'abord une brûlure, puis des vésicules, et puis c'est ce fameux rash. Il y a des croûtes qui se forment, les vésicules, puis les croûtes se forment. C'est accompagné, on va le voir, de douleurs aiguës aussi, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, puisque quand on passe dans la période de douleur dite post-zostérienne, avec des définitions aussi qui sont variables, eh bien, on est déjà normalement au-delà de 3 mois pour les anglo-saxons, c'est plus de 3 mois de douleur. Vous voyez, 3 mois, c'est quand même long, 3 mois de douleur tous les jours, je trouve. Et donc, entre 1 et 3 mois, c'est juste pour rigoler. Mais vous voyez que c'est la douleur qui est au centre. Bon, je ne vous fais pas l'histoire physiopathologique. Sur lequel je veux insister, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des zonas, on a tous l'impression de ne pas en voir beaucoup, mais c'est près de 300 000 cas par an. Donc ça fait quand même finalement beaucoup. Et puis quand on prend l'âge, eh bien sûr, ça augmente. Et alors là, c'est tout le monde. Dans le monde entier, l'épidémiologie est la même. En Europe, tous les pays, c'est la même chose. Ça commence aux alentours de 50 ans. Et puis, je dirais, à s'élever l'incidence pour aller à 10, 12, 15, voire plus dans les âges les plus avancés de cas pour 10 000 personnes. Donc vous voyez, c'est une pathologie gériatrique, en tous les cas, du sujet vieillissant. Là où c'est intéressant aussi, et ça c'est une étude sur la douleur, donc est-ce qu'il y a de la douleur? Oui, il y a de la douleur. Il y a de la douleur chez pratiquement tout le monde dès le départ. 80, alors ça varie selon les études, c'est entre, on va dire, 75 et 95% des gens qui ont une douleur aiguë. Donc ça, c'est les à J0. Et puis vous voyez, quand on prend l'âge, plus on est âgé, plus il va y avoir une douleur et plus cette douleur va durer longtemps. Et ce, malgré les traitements antalgiques dont on va parler tout à l'heure. Ce que je veux que vous reteniez, c'est l'histoire de chez les plus de 80 ans, et ça c'est une étude française, chez des gens qui avaient tous, pratiquement plus de 90% avaient reçu des antiviraux dans les 72 premières heures. Et donc, on a des chiffres, nous, de douleurs post-zostériennes qui sont plus faibles que dans les études anglo-saxonnes. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est ce qu'il y a au milieu, à savoir, je ne sais pas si c'est le bon, voilà, c'est 30%, un tiers des plus de 80 ans avaient une douleur qui avait duré plus d'un mois. Donc 1 mois de douleur quotidienne, c'est aussi pas n'importe quoi et c'est très peu étudié en fait. Un autre élément, alors là c'est très rapide, c'est l'association entre la douleur et les troubles cognitifs. Ça revient et ça c'est dans la douleur plutôt chronique on va dire. Et puis finalement, quelque chose de très important sur lequel on a travaillé avec un groupe multiple, soutenu par l'industrie certes, mais c'est, alors on rediscutera de ce score, donc c'est le BPI, le Brief Inventory Pain anglo-saxon, qui a été adapté pour le zona. Eh bien on s'aperçoit qu'il y a vraiment un lien très très fort entre l'âge et la hauteur de ce score. Donc vous voyez, chez plus de 80 ans. On voit ici l'atteinte sur l'activité fonctionnelle quotidienne dans toutes les activités, que ce soit le travail, le sommeil, etc. Ce qui vient fait dire au total qu'on est dans une espèce de cercle vicieux. Et finalement, il y a l'âge qui joue, mais quand le zona arrive, eh bien, il y a un impact sur le sommeil, il y a un impact sur les traitements, il y a un impact sur le statut fonctionnel, sur les fonctions cognitives, sur les relations sociales, etc. Et même sur le statut immunologique, je n'ai pas le temps de vous en parler. Et puis tout ça, ça provoque de la dépression, de l'anxiété. Et eh bien, c'est toutes les stratégies, on va dire, psycho-affectives qui vont venir intervenir pour savoir si on est capable de faire face
à cette histoire. Alors c'est beaucoup plus facile de faire face à l'histoire si vous faites partie des 5 ou 10% qui n'ont pas de douleur à la phase aiguë. C'est beaucoup plus difficile de faire face avec une comorbidité, et une comorbidité qui se décompense, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Tout ça, ça arrive, ça va jusqu'au déclin fonctionnel. Alors, la prise en charge, et je vais vous donner quelques éléments, on va dire, quelques éléments de réflexion sur la prise en charge. Alors, le premier élément, c'est de le reconnaître rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi par rapport aux antiviraux. Alors, reconnaître aussi rapidement les formes qui sont potentiellement à risque. Alors, chez le plus de 50 ans, on va dire que tous les zonas, on y reviendra tout à l'heure, tous les zonas sont importants à diagnostiquer et à prendre en charge, mais particulièrement, particulièrement ceux qui sont multimétamériques, ceux qui sont, je dirais, au-dessus du cou, et donc les ophtalmiques, et puis chez les immunodéprimés. Petit élément, vous allez voir partout dans toutes les publications, attention aux immunodéprimés. Les immunodéprimés, en fait, il y en a des tonnes de différents. Alors, j'entendais une communication en fin de matinée ou en milieu de matinée sur les thérapeutiques non médicamenteuses que j'ai trouvé très intéressantes, et je vous en remercie, où on dit qu'on individualise, etc. etc. Eh bien, l'immunodépression, vous en dire immunodéprimé. En fait, il y a des immunodépressions très, très, très différentes. Et moi, je me pose de plus en plus de questions sur l'immunodépression avec un mauvais terme physiologique, liée à l'âge. Quelle est-elle réellement? Et est-ce que c'est un hasard? Eh bien non, ce n'est pas un hasard si les gens font plus de zona en vieillissant. C'est parce qu'il y a une immunodépression. Ce n'est pas un hasard si on fait un zona que j'ai appelé hier, à l'occasion d'une visite, un zona nosocomial. Alors c'est mal choisi. Je dis, ben non, c'est bien choisi, parce que nosocomial, ça veut dire acquis à l'hôpital. En fait, c'est pas contagieux, on n'attrape pas le zona, hein. Le zona, ce n'est qu'une réactivation, mais sauf que c'était juste, ce monsieur avait fait un AVC, était à 8 jours de son AVC, fait son zona à l'hôpital. C'est du classique, et c'est comme ça qu'on voit le plus d'ailleurs de zona aiguë dans les services d'unité aiguë. Donc l'immunodépression, vous allez voir partout. Moi, ça me pose beaucoup de questions. Alors c'est vrai que quand vous avez la chimiothérapie, la radiothérapie, etc., et puis maintenant les UMAB, ça vous fait, c'est plus facile. Mais je pense qu'on pourrait considérer un certain nombre de nos patients plus immunodéprimés que certains qui ont des chimiothérapies orales. Alors, on va maintenant décliner assez rapidement la prise en charge médicamenteuse, j'en suis désolé, de la réplication virale. On va parler de la prise en charge de la douleur. Et puis, je vais faire juste très rapidement, parce que je n'y reviendrai pas, deux choses. L'urgence. Alors, c'est une urgence. Le zona ophtalmique, vous avez un zona ophtalmique, il n'a pas trop mal, vous inquiétez pas, c'est 50% de complications ophtalmiques. Donc, qui dit zona ophtalmique dit obligatoirement consultation chez l'ophtalmo, parce que vous pourrez arriver assez tard sur une complication locale. Alors des complications locales, j'ai bien aimé aussi la présentation sur le diabète, où avec un peu de cataracte, un peu de ça, on finit par plus rien voir. Et bien là, c'est un petit peu ça. Si vous rajoutez une petite kératite à monsieur ou à madame, eh bien ça peut l'handicaper sur des années. Donc urgence ophtalmologique. Après, il faut convaincre l'ophtalmologue quand il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle, donc vous mentez toujours et il les voit assez vite. Des décompensations d'organes, bah oui, sinon il ne les voit pas, hein, ils sont occupés. Des décompensations d'organes, alors ça c'est beaucoup moins connu. Une étude auquel on a participé récemment et publiée, c'est que le zona va aggraver les complications hospitalières, enfin je veux dire les hospitalisations, et les hospitalisations d'origine cardiovasculaire, de pathologie digestive et d'origine ostéo-articulaire. Quand on regarde, ça fait, pas beaucoup de décès, heureusement, mais c'est 3 à 6 journées d'hospitalisation en plus. Alors le coût annuel estimé sur un an, sur cette étude faite sur du PMSI de 2011, c'est juste 11 millions d'euros en plus sur l'hospitalisation liée aux zonas hospitalisées. Je ne vous parle pas des zonas qui sont à la maison, juste les zonas hospitalisées. Donc, on voit, attention, ça fait décompenser des organes. Et puis, à l'opposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les organes, les pathologies d'organes vont être des stress, des événements de vie stressants qui vont
provoquer le zona. Donc il y a une interrelation qui est assez intéressante. Maintenant, on va passer donc à cette fameuse prise en charge du zona. Alors je vais parler surtout de la cyclovir, du valacyclovir, famciclovir, brivudine, on n'en a pas, c'est un analogue nucléosidique. Ce qui est très important, c'est d'avoir en tête actuellement, parce que les données essentielles qu'on a sont sur de l'initiation avant la 72e heure, après la survenue des vésicules. Donc ce n'est pas la gratouille, c'est vraiment la survenue des vésicules. L'objectif, c'est de diminuer les complications aiguës et chroniques. Alors, quelles sont les données? Donc, la cyclovir, je vous ai mis là, vous regarderez, mais vous aurez mes diapos de toute façon. En phase aiguë, il est dit qu'on arrive, donc la cyclovir ou le valacyclovir, arrive à diminuer le nombre de nouvelles lésions, arrive à donner une disparition des vésicules et un délai d'apparition des croûtes un petit peu plus rapide, comme si on diminuait la durée de la phase aiguë, ce qui peut être intéressant, notamment s'il y a des douleurs. Dire que ça diminue les douleurs aiguës, il y a des papiers assez controversés, et donc je mets le niveau d'évidence est modéré sur la phase aiguë. Sur la phase chronique, la question est, j'avais pas pensé, mais le faire un petit peu à la mode du binôme d'avant. Une petite question, est-ce que les antiviraux diminuent les douleurs post-zostériennes? Alors si vous regardez une Cochrane qui a été publiée en 2014, ils disent il n'y a pas d'évidence, elle est pour eux négative. Ils ont réussi à intégrer, c'est extraordinaire, j'adore de plus en plus lire les Cochrane, ils ont réussi à intégrer, alors qu'il y a des centaines d'études et qu'il y a des essais randomisés pour la cyclovir, le valacyclovir, le famciclovir, ils ont réussi à mettre ensemble 1300 patients, alors qu'il y a des dizaines de milliers de patients qui ont été inclus. Alors pas des patients très âgés, hein, c'est des gens en général qui ont tous au-dessus de 50 ans, donc c'est un petit peu les gens qui sont ici. Vous êtes vieillissants, je suis désolé. Comme mes enfants sont vieillissants, j'essaye de leur expliquer de temps en temps. Recommandations européennes, par contre, sont claires. Il y a des recommandations européennes qui viennent de paraître cet été, des dermatologues un petit peu de partout, des neurologues qui sont mis ensemble. Et pour eux, c'est très clair. Tout zona survenant chez une personne de plus de 50 ans, dans les 72 heures, si vous le voyez dans les 72 heures, doit avoir un traitement oral. On va avoir un bénéfice sur la survenue, le taux de complications chroniques qui n'est autre que la douleur post-zostérienne. Diminuer le taux de douleur post-zostérienne. Et vous allez comprendre que peut-être diminuer de quelques pourcents. Alors, on a l'avantage maintenant d'être sûr, après 8 ans d'utilisation, que les AOD, c'est vraiment très intéressant pour nos patients âgés. On a enfin ces données-là et c'est très intéressant. Vous allez voir que donc, gagner 50%, excusez-moi, je modère un tout petit peu les choses, c'est 50% de 3% d'hémorragie. Là, vous allez voir que c'est 15-20%, et donc diminuer de quelques pourcents une pathologie qui est assez prévalente, c'est encore plus intéressant, surtout quand elle dure après toute la vie restante. Le traitement intraveineux, il y a une recommandation assez claire aussi d'utilisation du traitement intraveineux. Donc vous voyez, c'est assez simple finalement les antiviraux, plutôt le valacyclovir, on y reviendra parce que c'est plus facile à manger, famciclovir aussi, mais globalement on donne un des trois pour toute personne de plus de 50 ans. En intraveineux, là encore, c'est ophtalmo, localisation à la tête, donc ça peut être Ramseoun, ça peut être ailleurs. Et alors ça, moi, c'est vrai qu'en aigu, en UGH, facilement, quand il y a ces vésicules très hémorragiques, extensives, etc., et multimétamériques, eh bien, on fait un traitement intraveineux. D'accord ? La durée, c'est 7 jours en général. Ophtalmique, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de délai écrit. Alors vous voyez, c'est moins de 72 heures pour du zona, je dirais, basique. Par contre, quand on est dans ces situations-là, et donc j'ai mis ID pour, non pas pour l'ID, mais pour l'immunodéprimé à nouveau, donc immunodéprimé ophtalmique, etc., pas de délai. C'est-à-dire que vous les voyez et vous ne vous posez pas la question si ça fait 72 heures ou pas. D'accord ?
même si c'est au-delà de 72 heures, il y a une recommandation. Le grade est un petit peu moins bon, c'est plus un consensus d'experts, parce qu'il n'y a pas de données, je dirais, c'est toujours la même chose, quand il y a un consensus d'experts, il n'y a pas de données. Si on s'en réfère à la Cochrane, il ne faudrait pas en mettre. Donc, à discuter. Par contre, il n'y a pas de différence évidente, même si une publication que j'ai mise ici et que vous verrez, parue en 2012, faisait état d'une efficacité probablement supérieure du valacyclovir, de famciclovir vis-à-vis de la cyclovir, pour des raisons de volume de distribution et d'absorption. Je pense que c'est quand même assez discutable. Le principal étant que dans nos têtes, c'est assez clair qu'il faut traiter les gens. Petit bémol aussi encore, puisque personne, tout le monde a dit quelque chose sur le Cockcroft, et bien moi aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est le Cockcroft. Là encore, c'est pour la décision, et ça a bien été dit par Olivier, c'est pour la décision thérapeutique, c'est ce qui a été validé, etc. Néanmoins, moi je fais pareil. On se donne une idée de la fonction rénale. Les médicaments à marge thérapeutique, peut-être un toute petite parenthèse, les médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est très important de faire attention s'ils sont à élimination rénale. Les médicaments qui ne sont pas à marge thérapeutique étroite, moi je suis infectiologue, on monte à 12 grammes d'amoxicilline. Alors quand il y a un interne qui me dit je mets 1,5 g ou je mets 2 grammes ou je mets 3 grammes, je dis tu peux monter jusqu'à 12 grammes. Alors tu sais, si tu dépasses un peu, ce n'est pas très très grave. Le principal, c'est que tu mettes le traitement un petit peu plus vite que ce que tu fais. La prise en charge du zona, c'est la douleur. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors là, il y a quelque chose de très important pour le suivi, c'est coter la douleur. Et puis savoir quelle est-elle. Parce que dans la douleur aiguë, on a tous en tête, si je vous dis zona, vous dites douleur neurogène. Mais en fait, au départ, il faut les détruire, les nerfs. Et donc, il y a une douleur très mixte au départ. Voire même, elle est essentiellement de nociception au départ. Et elle devient neurogène. D'accord ? Donc, il faut faire attention, on a de la chance parce que globalement, et donc on doit coter son impact, vous connaissez tous les échelles, le DN4, le VA, le VS, et puis il y a ce ZBPI dont je vais vous parler tout de suite. Les traitements qui sont disponibles, c'est les topiques locaux, donc la lidocaïne 5%, la capsaïcine, les opioïdes, les agonistes calciques, gabapentine, prégabaline et les antidépresseurs. Le ZBPI, c'est ça. En fait, c'est un truc vachement gériatrique. Donc, il y a toutes les douleurs qui sont cotées de 0 à 10 et l'impact des douleurs sur... Alors, est-ce que la douleur vous empêche de marcher ? Est-ce que la douleur vous a empêché de faire les choses que vous faites d'habitude ? Est-ce que ça gêne votre sommeil, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez global et qui a été bien mis en évidence et je vous ai montré quelques datas là-dessus. Alors, comment on va faire ? Douleur aiguë et chronique, le rôle des antalgiques, bien sûr. La lidocaïne, la capsaïcine en crème ou en patch est disponible. Vous aurez ça, donc je passe vite. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est effet indésirable et le nombre de patients à traiter pour diminuer de 50% la douleur. Donc vous voyez là, il en faut 11 avec le patch. Là, vous pouvez en avoir 2. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des différences entre les molécules. L'utilisation est plus facile par contre pour la capsaïcine par rapport à la lidocaïne, et j'y reviendrai. Qu'en est-il donc on va dire des systémiques, la gabapentine et la prégabaline, vous voyez. Alors là, je vous ai mis aussi la dose minimale ou moyenne efficace. Donc on est à 2 grammes. Là, on est à près de 400 mg. C'est juste parce que quand vous allez dire prégabaline 400 mg, vous allez dire oh, ça fait beaucoup là, ça. Parce que souvent on commence et puis le patient il part et puis on le revoit nous 2 mois après, il a toujours son 25 mg. Son 50 mg, etc. Puis il dit ouais, j'ai toujours mal, docteur. Et je dis bah oui, mais il faudrait peut-être monter un petit peu, il ne faut pas hésiter. En gériatrie, longtemps on dit start slow, go slow. Ça ne veut pas dire pas go. Vous voyez ? Et on oublie. Ils ont tous à peu près les mêmes effets indésirables. Bien sûr, ceux-là, les antidépresseurs tricycliques, ils sont toujours dans l'histoire parce que ça peut être une alternative. Et je veux que vous regardiez un petit peu tous ces éléments. Le nombre de patients traités pour diminuer de 50%, eh bien, c'est les morphiniques qui sont devant. Alors, ils sont devant aussi parce qu'ils sont plus efficaces dans la phase aiguë. Je vais y revenir. Et quand on regarde douleur aiguë et douleur chronique, eh bien, c'est
beaucoup plus. Alors vous voyez, je mets le tramadol parce qu'il apparaît partout, mais on pourra en discuter. Et à la limite, je voudrais bien qu'il y ait des questions sur le tramadol. Si personne n'a de questions, une question sur le tramadol. Oxycodone, morphine, hydromorphone, beaucoup dans les phases aiguës. Et puis, dès qu'apparaissent des éléments, et donc c'est l'évaluation et la réévaluation qui va nous dire ça. Mais déjà dans les jours qui suivent le début, on peut avoir besoin des topiques ou des agonistes. Les antidépresseurs, c'est surtout sur les phases de douleur neurogène dites chroniques, pas les accès douloureux pour lesquels la gabapentine, la prégabaline et les topiques sont très efficaces. Les autres, alors il y a plein d'autres choses qui sont possibles dans les douleurs chroniques avec des blocs anesthésiques, etc. On fait des choses absolument extraordinaires. C'est une plaie, si j'ose dire, pour le doulorologue, la douleur post-zostérienne. Mais elle est encore pire pour nous. Et donc, au bout d'un mois, si on ne sait pas comment s'en sortir, la consultation spécialisée doit être particulièrement rapide. Alors là, regardez, c'est rigolo, c'est juste des données, c'est le nombre de patients traités pour en améliorer 1, 3, 3, 8, et le nombre estimé pour être néfaste. Il y a peu de gens qui écrivent ça, mais je trouve que c'est une belle façon de montrer, de comparer le bénéfice-risque. Et donc, de temps en temps, on peut se dire, bah, là, alors si on est là, on est à 3 et qu'on est en dessous de 7, c'est bon, mais vous voyez, on est plus souvent entre les deux, et quand il y a un overlap, ça veut dire que c'est de votre responsabilité de trouver le meilleur traitement pour votre patient. Et c'est de votre responsabilité. Alors maintenant, on va parler de prévention, et je vais aller un petit peu plus vite, parce que je vois que le temps passe. Il y a actuellement 2 vaccins. En fait, il y en a un seul disponible. Le premier que vous connaissez déjà certainement, qui s'appelle Zostavax, c'est un vaccin vivant atténué. C'est important parce que ça veut dire pas d'immunodépression, pas d'immunodéprimé au sens habituel du terme, on va dire. Il est contre-indiqué donc, mais vous voyez, c'est le même vaccin qu'on donne depuis des années aux plus jeunes, mais 10 fois plus dosé, parce que nous, on est plus lent à réagir. On n'a pas besoin de sérologie, et c'est une injection et une seule. Quelles sont les données actuelles ? Bien, c'est simple, on diminue l'incidence du zona de 50% quand on prend tout, et vous voyez malheureusement que ça diminue avec l'âge et pratiquement rien, même la première année, chez le plus de 80 ans. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on garde une activité pratiquement la même quand on parle de douleur post-zostérienne, c'est-à-dire que quand les gens, la deuxième moitié des gens font un zona malgré avoir été vaccinés, eh bien, il y en a quand même encore 40% qui vont bénéficier, chez les plus de 80 ans, d'une diminution de l'incidence des douleurs post-zostériennes. Et quand on regarde sur l'activité principale et le déclin fonctionnel associé à la douleur ou au zona, eh bien, on reste assez actif aussi. Mais tout ça n'a pas été tellement pris en compte, on va dire, dans les données de coût-efficacité qui ont permis de faire la recommandation. Je vais y revenir. Les données de vie réelle sont très intéressantes, puisque je vous ai présenté les données d'études. Les données de vie réelle, alors là, c'est en millions. C'est des millions de patients en vie réelle. Et ils ont sélectionné au hasard, comme ça, ils en ont pris pour le JAMA. Et puis là, vous voyez, ils ont comparé 30 000 versus 30 000. Eh bien, on trouve à peu près les mêmes données d'efficacité pour Zostavax versus pas de Zostavax. Quand on regarde les effets indésirables, eh bien, ils sont très très faibles. Et puis les événements indésirables très rares, c'est faire une varicelle après une injection. Et elle est tellement exceptionnelle qu'en effet, on ne recommande pas de sérologie avant, puisqu'on a pratiquement tous eu un comptage avec le VZV. Le nouveau, en fait, il y a 2 nouveaux, parce que l'année dernière, il y a eu un nouveau vaccin qui a été publié, enfin une publication sur un nouveau vaccin, qui est un vaccin conjugué, pour le coup, qui est basé sur une glycoprotéine, et puis avec un adjuvant. Alors c'est très important l'adjuvant, parce que l'adjuvant, ça booste. C'est ce qui va faire booster l'immunité un peu feignante des plus de 50 ans. Et là, la semaine dernière, est sortie la même étude, mais chez les plus de 70 ans. Donc je vous donne globalement, l'idée c'était réduire l'incidence du zona, ils s'en fichaient de la douleur post-zostérienne, etc. Ils avaient des données d'études pilotes qui étaient extrêmement favorables. Et là, vous allez voir, je passe très vite, mais c'est à peu près chez les plus de 70 ans, c'est 6 000 versus 6 000 patients à peu près. Les données d'efficacité sont très claires. Après la première année, la deuxième année, la troisième année, quel que soit l'âge, on diminue l'incidence de 90%. Absolument incroyable. C'est presque aussi bien
que la vaccination anti-tétanique. Par contre, ça fait relativement mal, puisque 80% des gens vont avoir une réaction au minimum locale, et que quand on parle des grades 3, on est à peu près à 10%. Et quand on dit les sévères, on est à peu près à 10% aussi. Et l'inconvénient, c'est que ce n'est pas une seule injection. Et donc, si vous arrivez à vacciner une deuxième fois, ce sera très bien. On attend, il n'y a pas de... J'espère qu'on va nous sortir les données après la première injection. Parce que, vous voyez, l'œil du gériatre un petit peu se faisant, il se dit, c'est super 90%, mais si vous me mettez même du 70% avec une seule injection, je prends. Parce que je vais pouvoir dire, un petit peu, pas mentir, mais on va dire, arranger les choses avec mon patient pour dire, il faut vous vacciner contre ça. Après, il va me détester pendant un temps, mais après, il va être très content parce qu'il n'aura pas le zona, très très rarement. Par contre, si je lui dis de revenir me voir 2 mois après, je sais que je ne le reverrai pas. En conclusion, pour Zoé 70, c'est une efficacité majeure, même pour les plus de 80 ans, on est aux alentours de 88%, donc c'est extraordinaire. On a une possibilité théorique contre l'immunodépression, mais le facteur limitant, point d'interrogation, et puis le très long terme, puisque finalement, à 5 ou 7 ans, ça peut être quand même intéressant chez un certain nombre de nos patients. Quelle est la recommandation actuelle finalement ? Eh bien, Zoé 70, il faut attendre, je dirais, les résultats à la commission de transparence, etc., ça va être 3 ans à peu près, 3-4 ans après la publication, c'est toujours comme ça. Actuellement, il y a une nouveauté calendrier vaccinal 2016, l'État français a juste mis 3 ans après la recommandation des scientifiques français, qui était publiée en 2013. Donc, calendrier vaccinal 2016, on a le Zostavax, et donc, pour des raisons de coût, et essentiellement de coût, on vaccinera, on sera remboursé que pour les 65-74. Et puis dépêchez-vous si vous avez de la famille qui a entre 75 et 79, parce que jusqu'en février 2017, ce sera remboursé, considéré comme un rattrapage. On peut le faire en même temps que la vaccination antigrippale, donc ça fait d'une pierre deux coups, si j'ose dire. Les messages principaux à retenir, ça va être donc le zona est très fréquent, ce n'est pas parce que vous en voyez que 3, 4, 5 par an que ce n'est pas fréquent, au contraire, ça impacte énormément sur la qualité de vie et sur la fonction. Et depuis ce matin avec M. Beru, vous avez entendu le paradigme fonctionnel. Traiter le virus et la douleur en aigu, c'est absolument essentiel. Pas de traitement simple en phase subaiguë et chronique. Donc, si on peut éviter de l'avoir, c'est encore mieux. Et donc, la prévention est le meilleur traitement. Et pour ce traitement-là, eh bien, on a déjà un vaccin. Donc, si on a un vaccin, utilisez-le, s'il vous plaît, puisqu'on n'a plus qu'à attendre le reste. Merci.